Alors pour répondre à cette question, il faut remonter dans le passé. Il faut remonter à plus d'une dizaine d'années, au moment où Axis a commencé à travailler sur les premières caméras thermiques, qui ont été les bases du développement des solutions d'analyse périmétrique, aujourd'hui sur lesquelles Axis est vraiment leader sur le marché. Pour accompagner ce développement de caméras thermiques, il fallait un logiciel de très haut niveau. Il se trouve que ce logiciel, à l'époque, était fait par une équipe qui était chez Digital Barrière, pilotée par Marie-Claude Frasson, avec une équipe vraiment de chercheurs de très haut niveau, qui a fait évoluer cette solution, qui était basée à Sofia, qui était basée en France. Et puis, au fur et à mesure des années, il y a quelque temps, Digital Barrière n'a pas souhaité continuer cette activité. Et donc, les équipes de Digital Barrière, les équipes de Marie-Claude, tous les chercheurs en IA en développement, ont été repris par Axis et sont venus rejoindre nos équipes R&D. C'était une opportunité extraordinaire, d'abord parce que ce sont effectivement des équipes de très haut niveau, qui sont la référence en termes d'IA, qui connaissaient particulièrement bien toutes nos solutions, les développements de solutions embarquées Axis. Et puis, comme le confirmait Johan Paulson ce matin, c'est aussi une équipe qui avait la même culture qu'Axis, et qui permet aussi de diversifier la culture IA qui évolue très vite. Alors nous avons bien sûr tous nos centres de développement en Suède, mais ce sont des équipes qui fonctionnent ensemble. C'était intéressant d'avoir un regard différent avec une équipe de haut niveau basée à Sofia. Et puis il faut peut-être aussi rappeler, Sofia est quand même un pôle de développement où on a une expertise en termes d'ingénieurs, d'écoles de très haut niveau, qui peut être aussi un vivier. Donc pour toutes ces questions, c'était extrêmement pertinent d'investir sur cette équipe. On peut démarrer par une première tendance qui se renforce d'année en année et que l'on voit effectivement grossir, qui est la tendance des directions sûreté-sécurité à valider non plus des composants séparés, des caméras, un VMS, le switching, des analytiques, mais plutôt à valider un écosystème cohérent. Un écosystème qui sera plus facile à intégrer, qui sait travailler ensemble, dont les développements sont effectivement conjoints parfois. Nous avons des partenariats de plus haut niveau, par exemple avec les grands VMS du marché, le Mastone, Genetec, développement en profondeur pour assurer vraiment une intégration du meilleur niveau de nos équipements. Cette vision écosystème permet aussi de garantir une évolutivité et de garantir un niveau de cybersécurité le plus haut qui devient, avec l'arrivée de Nice 2, mais qui était déjà très présent en France avec la loi de programmation militaire qui avait imposé ces obligations, la cybersécurité devient vraiment un élément fondamental. Donc, effectivement, cette vision écosystème first imposée par les DSI et qui transpire de plus en plus sur les directions sûreté. Alors, le edge computing, c'est la capacité d'une caméra à rajouter en plus du traitement vidéo et du report de l'image vidéo, la capacité à analyser certains composants dans l'image. Par exemple, à classifier avec l'IA des individus, des véhicules, d'avoir des classes un petit peu plus fines, d'interpréter l'image et de donner des éléments de décision. La caméra se comportant finalement non plus comme un simple élément qui va transmettre une image, mais comme une sorte d'IoT de la sûreté qui va transmettre des métadonnées qui vont être utilisées à des fins statistiques ou éventuellement des fins de décision si on est sur une protection périmétrique pour signaler une intrusion. Alors, sur ce sujet, il faut quand même signaler l'avance d'Axis, puisque Axis a été le premier à concevoir la première caméra IP. Axis a été aussi le premier à concevoir une API qui permettait dans sa caméra à des développeurs externes de faire des développements pour interpréter certains éléments de l'image. Aujourd'hui, nous avons des partenaires externes qui savent faire avec une caméra une détection de feu, une détection de fumée, une détection de crues, par exemple, qui est très très utile pour des villages en aval qui vont être exposés à des crues et qui ont besoin de les détecter en amont. Mais des applications, on en a des centaines comme ça, et Axis a été le premier à mettre à disposition ces bibliothèques pour que des partenaires externes les développent. Donc la partie Edge, c'est quelque chose de fondamental, parce que ça permet finalement, à peu de frais,
d'utiliser aussi sur un parc installé des caméras pour extraire des données, d'exploiter ces solutions dans la caméra avec des données aussi qui sont des données brutes, des données non compressées. Et ça, c'est important parce que des données non compressées sont exploitées par le logiciel bien mieux que des données qui vont être transmises à un serveur et analysées, mais après avoir été compressées. Donc, on a une certaine perte d'information. Donc, la partie Edge Computing est quelque chose qui est assez fondamental aujourd'hui, et avec l'IA, qui va prendre une dimension tout autre. La preuve en est que, par exemple, on a de plus en plus de demandes sur des usages en dehors du métier de la sûreté et de la sécurité. Parce que la caméra devient un véritable œil intelligent qui peut détecter une multitude de choses pour optimiser un process de production. C'est le cas de Toyota, c'est le cas de BMW, c'est le cas de Nestlé. Donc on voit aujourd'hui des usages grandissants sur ces demandes en dehors de nos métiers natifs qui étaient ceux de la sûreté-sécurité et qui sont permis par l'explosion des applications Edge dans nos caméras. On l'a dit tout à l'heure, Axis est une société européenne et puis on évolue aussi dans une société qui est de plus en plus réglementée. On a parlé pour la cybersécurité, mais on a aussi de nouvelles réglementations qui viennent réguler aussi les usages de l'IA, notamment l'AI Act au niveau européen, qui va réguler d'une part les usages qui vont pouvoir être faits de l'IA. On voit dans les médias de temps en temps l'utilisation de solutions à base d'intelligence artificielle, mais qui ne sont pas réellement éthiques. On voit des abus de l'utilisation. Donc il faut que nous, à notre niveau, nous fassions très attention sur ces éléments-là. Quels sont les cas d'usage que l'on va autoriser ou pas à notre niveau ? Ensuite, bien évidemment, il peut y avoir des restrictions aussi supplémentaires. C'est le cas, par exemple, de la France avec la CNIL, qui va définir aussi un cadre réglementaire. Mais nous-mêmes, en tant que société européenne, avec notre propre éthique, nous allons définir quelles sont les limites que nous allons nous imposer. Je prends un exemple, sur nos caméras, si on génère des métadonnées sur les personnes, eh bien on va se contenter de faire les couleurs des vêtements du haut et du bas ou d'autres caractéristiques, mais on n'ira pas aussi loin que peut-être d'autres sociétés. On ne va pas faire sur les caractères physiques parce que justement on ne sait pas jusqu'où peut aller l'exploitation de ces données-là. Qu'est-ce qui peut en être fait ? Quels sont les biais qui peuvent être utilisés ? Donc ça, c'est un point très important. Et puis d'une autre façon, en amont, eh bien, sur la façon dont nos équipes travaillent pour entraîner les modèles de l'IA, il faut collecter des données. Là aussi, on s'impose des règles très strictes du respect notamment de la protection des données, le RGPD. On ne collecte pas n'importe quoi comme données. Il ne suffit pas de mettre une caméra sur la voie publique et de filmer des gens pour entraîner un modèle. Ça, c'est interdit. Donc, on définit avec des règles. On a des règles très strictes sur la façon dont on stocke ces données, la façon dont on autorise ces données. On a des équipes de juristes qui valident tout ça aussi en interne. Et donc, c'est très important. Et puis, un autre élément aussi d'importance, c'est qu'en tant que société européenne, nous avons fait le choix que tout ce qui est le travail d'annotation, c'est-à-dire une personne qui va déterminer, tiens, ça c'est tel type d'objet, ça c'est une personne, ça c'est un véhicule, eh bien tout ce travail-là n'est pas externalisé, il est internalisé en Europe, en Suède, en France, pour ce qui concerne le centre de Sophia Antipolis. Donc ça, c'est aussi très important de souligner cet élément-là. Ça nous permet de garantir ce que nous faisons et de maîtriser, là aussi, on a parlé tout à l'heure de maîtrise technologique sur le processeur, on maîtrise aussi cette technologie, on maîtrise la façon de collecter, de stocker les données et de les traiter. Oui, on a parlé tout à l'heure il y a ce qu'on appelle le Edge Computing, donc c'est l'analyse qui est faite directement sur la caméra, mais la caméra n'a pas non plus une puissance de calcul équivalente à un serveur. Donc dans certaines situations, on va aussi avoir besoin
d'analyse d'images qui sont faites sur un serveur qui va bénéficier d'une puissance de calcul supérieure, qui va pouvoir détecter peut-être des objets différents et adresser des cas d'usage différents. Donc l'avantage du Edge, c'est qu'on va pouvoir travailler sur des images non compressées, transmettre des informations, mais le mode serveur va venir compléter ce qu'on ne peut pas faire en Edge. Et puis au-delà du mode serveur, on va aussi retrouver une tendance de plus en plus fréquente qui est l'utilisation de solutions en mode cloud, c'est-à-dire hébergées sur des serveurs et surtout dans une approche multisite. Pour un client qui aurait plusieurs sites, il va pouvoir agréger ces analyses-là et bénéficier aussi de la puissance de calcul, des fois très importante de ces solutions qui peuvent être hébergées dans des data centers. Mais ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à une cohabitation et une convergence entre ces éléments-là. On peut imaginer d'avoir une génération de données ou des métadonnées par la caméra qui peut être complétée par des solutions serveurs ou cloud pour aller enrichir et du coup offrir aux opérateurs des outils encore plus performants qui vont les aider à être plus efficaces, plus rapides dans leur recherche au quotidien. Aujourd'hui, la caméra, dans bien des cas, elle n'est pas seulement une caméra qui va délivrer un flux vidéo. Elle devient bien plus que ça. En particulier, grâce aux technologies d'intelligence artificielle, on va pouvoir détecter des situations, détecter des objets, générer des données, ou en particulier des métadonnées. Et on va pouvoir donc adresser de nouveaux types de marchés. Par exemple, dans l'industrie, eh bien, on a des clients qui vont utiliser nos solutions pour détecter des anomalies sur un processus industriel, dans l'industrie automobile, l'industrie agroalimentaire, aller plus vite sur la résolution de problèmes. On peut imaginer à l'échelle d'une production agroalimentaire, 1 heure d'arrêt d'une chaîne de production, l'impact financier que ça peut avoir. Donc si grâce aux caméras et aux analyses qui sont faites, on peut détecter plus facilement une anomalie et la corriger rapidement, eh bien, il y a un gain direct et immédiat. On va retrouver aussi des solutions dans le domaine de la sécurité. On parle tout à l'heure de la sûreté, ici on parle de la sécurité des personnes, par exemple. 2 exemples, la détection d'une personne tombée à terre dans une entreprise, ce qu'on appelle la protection du travailleur isolé. Eh bien, la caméra va servir pour remonter une information. On peut détecter aussi l'absence de casque de chantier ou sur des EPI, des équipements de protection individuelle, et donc rappeler aussi les consignes de sécurité. En couplant la caméra avec nos autres équipements, tels que des haut-parleurs, des signaux d'alerte lumineuse, eh bien on vient renforcer le niveau de sécurité dans les entreprises. On peut aussi avoir, via des partenaires, des solutions complémentaires de détection de fumée ou de flammes, de surveillance de cours d'eau. On peut aussi tout simplement utiliser des solutions pour faire des tableaux de bord, du comptage, typiquement dans le domaine urbain, et offrir des outils d'aide à la décision sur le trafic urbain, sur là où il faut modifier par exemple le plan de circulation à l'échelle d'une ville. Donc aujourd'hui, la caméra n'est plus seulement un équipement qui délivre un flux vidéo, c'est bien plus que ça. Et on facilite aussi l'intégration dans ce qu'on appelle le monde de l'IoT, l'Internet des objets. La caméra, finalement, devient à ce niveau-là un capteur, au même titre que d'autres types de capteurs, et on peut les faire communiquer. On a aussi dans tous nos équipements aujourd'hui le protocole qui s'appelle MQTT, qui est largement utilisé dans l'industrie de l'IoT, et qui permet de faciliter l'intégration de nos solutions dans ce type d'architecture locale ou éventuellement sur aussi des solutions de type cloud. Les besoins de solutions mobiles, on le constate depuis longtemps, que ce soit dans le domaine urbain, dans le domaine privé pour surveiller des chantiers, besoin d'avoir une solution temporaire, parfois dans des endroits où l'accès au réseau n'est pas très simple. Donc ces demandes, on les a depuis longtemps, mais elles sont aussi en train d'exploser pour une raison simple, c'est que les caméras consomment de moins en moins. Notamment aujourd'hui, une caméra simple, une caméra belette, une P475, ça consomme 15 watts. Donc il peut être très facile dans des endroits où il n'y a pas d'alimentation, pas de réseau, d'avoir une caméra connectée à un modem routeur 5G, et avec un panneau solaire de petite taille, de transmettre ces informations. Donc ça, c'est un premier usage de mobilité qui est de plus en plus demandé.
Il y a aussi les demandes de caméras nomades qui sont dans les villes, cette fois-ci raccordées au réseau, mais sur batterie, qui remplissent des usages ponctuels et qui connaissent aussi une très forte croissance. Et puis, on assiste aujourd'hui à l'émergence d'une nouvelle demande qui est celle de clients publics ou privés qui vont vouloir mettre en place des infrastructures 5G privées. Pour quelles raisons? Alors, plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils n'ont parfois pas moyen de bénéficier d'une certaine qualité de service, d'une bande passante réservée. Les opérateurs mobiles aujourd'hui ne savent pas faire ça sur leur réseau 5G. Donc quand ces clients ont des besoins bien spécifiques de qualité de service, ils peuvent s'appuyer sur ces réseaux. Ou bien d'autres clients aussi, souvent des clients grands comptes, qui ont mis en place des réseaux 5G privatifs, tout simplement liés à des contraintes d'installation qui ne permettent pas d'avoir de réseau ou d'alimentation. Donc sur ces deux pans d'activité, sur des réseaux publics et des réseaux privés, on voit effectivement une explosion des usages aussi sur la partie 5G. Ça, c'est une question intéressante et importante dans la stratégie d'Axis. Alors pourquoi? Parce que notamment après le Covid, on a vu certains constructeurs, pas obligatoirement dans le domaine vidéo, mais parfois dans le domaine automobile, développer des stratégies différentes pour faire face à la pénurie des composants. Et notamment vouloir verticaliser les solutions et se positionner sur toute la chaîne, la construction de leur équipement final, l'automobile, mais aussi la construction de certains processeurs. Et finalement se diversifier en dehors de leur cœur d'activité. Et on en a vu pas mal revenir après sur cette stratégie. La particularité d'Axis, c'est depuis le début d'avoir une constance et d'avoir identifié quel est le cœur de notre activité. Notre cœur d'activité, c'est la conception de notre processeur ArtPEC, qui est la base de tout, qui assure la conception du logiciel, la conception du matériel des composants actifs, la maîtrise complète de la cybersécurité sur ces équipements. Cette définition, elle est faite en Europe, donc elle garantit une souveraineté européenne. Dans notre contexte géopolitique, c'est quand même une sacrée garantie. Et puis, il faut le dire, aujourd'hui, des sociétés de vidéosurveillance qui conçoivent leurs propres processeurs, qui ont la capacité à le faire, elles tiennent sur les doigts d'une main au plus. Donc, c'est quelque chose de très important, cette conception, ce cœur d'activité, de savoir où on se focalise. Et là-dessus, c'est vrai que notre stratégie, depuis 20 ans, elle n'a pas changé. Oui, c'est vrai que c'est de plus en plus important. On le voit, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait connaissance d'attaques, de cyberattaques ici ou là. Donc c'est vrai que cette notion de cybersécurité, elle fait partie intégrante de notre ADN depuis très longtemps. Donc on essaye aussi d'améliorer sans cesse le niveau de cybersécurité de nos produits et de nos solutions. Il faut rappeler aussi qu'on a la maîtrise technologique de notre processeur, donc ça c'est important. Nous sommes une société européenne, même si nous appartenons au groupe Canon, nous sommes une société européenne avec une R&D qui est en Europe, en Suède, mais aussi en France désormais. Donc ça, c'est très important de considérer toute cette cybersécurité, en particulier avec toutes les directives et les réglementations européennes. On peut parler de NIS2, de REC, de CRA aussi qui va arriver, même si elles adressent des entités, des sujets différents. Mais tout ça, c'est en train de monter en puissance et sont aussi ces directives qui vont être transposées dans la loi de chaque pays, donc avec des obligations auprès des entités concernées, avec des obligations aussi en termes de sensibilisation, de formation des équipes de top management, avec le cas échéant, des sanctions qui peuvent être très importantes pour les entreprises qui ne respecteraient pas la loi qui vont être en application. Oui, donc forcément, on fait de la sensibilisation. On parle de NIS2 par exemple, même si pour ce qui concerne la France, la transposition du projet de loi dans la loi française n'est pas encore finalisée. Ça ne nous empêche pas d'anticiper, d'accompagner nos partenaires intégrateurs, d'accompagner nos clients finaux sur cette sensibilisation et sur la formation sur la cybersécurité. Quand je dis formation, il ne s'agit pas simplement de dire on a tel ou tel protocole, telle ou telle certification ou norme, mais de les accompagner, de les former sur la mise en œuvre
de la cybersécurité dans nos produits et nos solutions. Je fais parfois le parallèle avec une voiture qui aurait le summum de la sécurité routière, mais quelqu'un qui ne mettrait pas la ceinture de sécurité ou qui désactiverait un airbag, etc. Eh bien, nous, c'est pareil. Il faut qu'on accompagne nos partenaires sur la bonne prise en compte des solutions de cybersécurité, qu'ils comprennent tout ce qu'il y a à faire et qu'ils puissent donc le mettre en œuvre chez les clients finaux. C'est vraiment un travail collectif, et j'insiste là-dessus. C'est pas simplement nous qui faisons des choses ou l'intégrateur, c'est un travail collectif qui vise en fait, et c'est l'esprit de cette directive européenne, NIS2 d'un côté, CRA de l'autre par exemple, d'élever le niveau global de cybersécurité et d'atteindre ce qu'on appelle une notion de résilience. C'est le terme d'ailleurs qui est repris dans le projet de loi en France, projet de loi qu'on appelle résilience. On a énormément de documentation, y compris en français, qui explique tout ce que l'on fait. Il y a parfois des incompréhensions entre toute la valeur que nous mettons dans la cybersécurité et ce qui est réellement mis en œuvre. Donc c'est à nous d'accompagner par des formations nos partenaires et nos clients à élever en fait le niveau de cybersécurité qui est configuré dans nos solutions et qui est mis en œuvre chez nos clients. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus pas uniquement avec les directions sûreté ou sécurité, mais de plus en plus avec des directions IT, DSI, etc. Il y a vraiment une convergence de ces deux mondes vis-à-vis notamment de la cybersécurité pour que tout ça fonctionne et avec un niveau de cybersécurité très élevé. On essaie d'éviter qu'à notre niveau, nous soyons le maillon faible. La perfection n'existe pas. Donc c'est pour ça que c'est un travail continu, permanent, qui ne s'arrêtera jamais d'élever le niveau de cybersécurité de nos produits et de nos solutions. Ce qui change, c'est surtout une adaptation à un nouveau niveau de menace de cybersécurité. Donc là, effectivement, le premier élément qui va changer, c'est l'ensemble des sociétés OIV par exemple qui vont être concernés, qui est largement élargi par rapport à la version de NIS 1. Donc il y a beaucoup plus d'entreprises qui vont être concernées par cette loi et qui vont avoir l'obligation de respecter cette loi. Elles vont être classées en deux catégories. Donc ça, c'est vraiment un élément très important. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi une sensibilisation forte et une exigence forte de sensibilisation et de formation du top management. En gros, ça veut dire que le cybersécurité ne doit plus être le dossier sous la pile, mais doit venir un dossier qui doit venir sur la pile, qui doit devenir une priorité des entreprises également. Il y a un autre volet très important qui nous concerne aussi, c'est que les entreprises vont devoir être très attentives à la sélection de leurs fournisseurs et s'assurer que toute leur chaîne de fournisseurs, que ce soit pour une photocopieuse ou que ce soit pour une caméra ou tout autre équipement connecté, ils vont avoir l'obligation d'avoir ce même niveau d'exigence. Donc nous, en tant que constructeurs et donc de fournisseurs de solutions pour beaucoup de nos clients, eh bien nous expliquons déjà, nous sommes prêts, nous expliquons tout ce que nous faisons. Axis aussi en tant qu'entreprise suédoise est concernée par cette directive NIS2 par rapport à la loi suédoise, mais surtout en tant que fournisseur auprès de nos clients, on explique tout ce que l'on met en œuvre en matière de cybersécurité notamment pour respecter toutes les exigences. Et ce que nous voulons être, c'est un partenaire de premier choix, un partenaire de confiance d'un point de vue cybersécurité pour nos clients et nos partenaires. Il peut y avoir à la fois une responsabilité pénale du dirigeant de l'entreprise et aussi il peut y avoir des sanctions financières très importantes qui peuvent être prononcées. Mais c'est pour ça que cette directive impose des règles strictes aussi pour le top management et leur impose de prendre ce sujet-là au sérieux dès aujourd'hui et d'avoir en tête effectivement cette possibilité de sanction dans l'hypothèse où il ne serait pas dans le respect de la loi qui va être en application. On peut faire effectivement le parallèle avec le RGPD, où on voit de temps en temps la CNIL qui brandit soit la menace, soit effectivement une sanction importante. Mais ici, ça va encore au-delà, puisqu'en plus de la sanction financière, il peut y avoir aussi une responsabilité pénale du dirigeant d'entreprise.